da corja topa da janela, o que faz falta? Quando o pão que comes sabe a merda, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? Se o patrão não vai com duas luvas, o que faz falta? Se o fascista conspira na sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é acordar a malta, o que faz falta? O que faz falta é empurrar a malta, o que faz falta? O que faz falta é agitar a malta, o que faz falta? O que faz falta é libertar a malta, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta, o que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta, o que faz falta? Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à cette émission La vie devant soi sans frontières. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un Savoyard né à Albertville, en France. Nous recevons Daniel. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la santé humaine. Il a une formation scientifique en tant qu'ingénieur chimiste. Il a aussi un doctorat en biologie moléculaire, avec une expérience professionnelle multidisciplinaire en biochimie, biologie et informatique. Il a travaillé 15 ans dans l'industrie pharmaceutique, dans un centre de recherche et développement à Paris, où il a commencé sa carrière professionnelle comme chercheur en biotechnologie, qu'il termina comme responsable d'informatique scientifique. En 2000, Daniel décida de quitter Paris et l'industrie pharmaceutique pour devenir un chercheur libre et indépendant, en allant vivre en Nouvelle-Zélande et en Australie. Durant ces 15 dernières années, Daniel a focalisé ses recherches sur les méthodes de santé naturelle, et plus particulièrement les nouvelles sciences de l'intelligence du cœur et du ventre, nos deux autres cerveaux. Daniel est aussi le créateur de la méthode Respiracœur. Nous avons le plaisir d'accueillir Daniel Astinotti. Bonjour Daniel. Bonjour Alder, merci beaucoup pour cette présentation. On devrait, si on suivait les protocoles, dire docteur Daniel Astinotti, mais j'ai le plaisir de pouvoir te tutoyer. Donc Daniel, aujourd'hui, tu nous donnes le plaisir de partager avec nous ce grand travail basé sur une formation très solide. Et je dirais que si on était dans la politique, c'est un gros dossier ce qu'on va traiter aujourd'hui. Chères auditrices, chers auditeurs, prenez bien l'attention parce qu'il y a vraiment des détails qui peuvent changer carrément votre qualité de vie. Alors Daniel, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours. Donc j'ai bien expliqué que tu as travaillé dans le milieu pharmaceutique et à un moment donné, tu décides d'aller en Nouvelle-Zélande. Alors est-ce qu'on peut commencer par là et est-ce que tu peux nous en parler un peu de qu'est-ce qui t'a invité à faire ce changement? Disons, comment dire simplement, c'est vrai que quand j'ai démarré comme jeune chercheur, j'avais des grandes idées sur l'industrie pharmaceutique, de vouloir aider le monde, développer des nouveaux médicaments, donc pendant plusieurs années, d'ailleurs ça a été très très bien. Et au fur et à mesure que j'ai vu le fonctionnement de l'industrie pharmaceutique, que je suis monté dans la hiérarchie, que j'ai vu comment ça fonctionnait de l'autre côté, et comment ça a changé aussi dans les 15 ans que j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique, comme on est passé vraiment dans un objectif purement de profitabilité, où la priorité était l'argent et les profits pour les actionnaires avant, je dirais, les médicaments ou pour les patients. Donc j'ai commencé à me poser quelques questions et ça ne me convenait plus du tout.
Donc à un moment donné, j'ai décidé que la seule façon de faire des recherches vraiment axées sur la santé, sans contraintes financières, de façon totalement libre, c'était de devenir un chercheur indépendant. Donc j'ai décidé de quitter tout ça en l'an 2000 et aussi quitter la France pour, à l'époque, je cherchais à devenir vraiment bilingue, donc vraiment devenir complètement fluent en anglais. Donc avec ma compagne de l'époque, on a décidé de partir dans des pays anglo-saxons. Et l'accord qu'on a eu, c'était sur la Nouvelle-Zélande. Donc voilà comment on a été en Nouvelle-Zélande. Et après, j'ai passé un peu de temps en Australie. Et là, ça a été une grande période sabbatique, justement, de chercher, voir s'il y avait d'autres moyens de rester en bonne santé que de prendre des médicaments. Donc c'est ce que j'ai cherché, différentes méthodes, explorées, jusqu'au jour où c'était en 2005, donc 5 ans après mon départ, en faisant des recherches sur Internet, j'ai découvert les recherches faites par un institut américain qui s'appelle HeartMath Institute, où il parlait de l'intelligence du cœur. Et ça a comme été un grand déclic, parce que malgré toute mon éducation scientifique, mes recherches, je n'avais jamais appris, je n'avais aucune conscience que le cœur était plus qu'une pompe, en fait que c'était un cerveau, et que le cœur avait une véritable intelligence, ce n'est même pas une métaphore, c'est une vraie intelligence, un vrai cerveau, qui a des fonctions qui sont totalement inconnues, explorées dans notre culture. Donc à partir de ça, j'ai vraiment commencé à regarder et creuser cette recherche, et à partir des recherches faites par HeartMath, en particulier en utilisant des systèmes de biofeedback, le biofeedback du cœur, et de voir vraiment ce qui influençait le plus le cœur, qu'est-ce qui vraiment permettait au cœur de rester en bonne santé, et de faire que ce cerveau qu'on a dans le cœur fonctionne bien et nous permette de rester en harmonie avec la vie. Et donc en faisant ces recherches, je me suis aperçu en fait que l'élément qui a le plus d'influence dans notre santé et sur notre cœur, c'est la respiration. Rien de neuf, puisque j'ai réalisé après que c'était déjà connu depuis des milliers d'années. Mais on a un peu oublié ça, et surtout on l'a pas du tout intégré dans notre système de santé tel qu'il est fait aujourd'hui. Si tu me permets, on pourrait dire que au tout début de tes recherches, il y a eu un premier changement de paradigme. Donc, tu as vraiment passé d'un paradigme où on a le cerveau qui est dans la tête parce qu'on n'a pas connaissance que le cœur, il a un cerveau, et tu as commencé à faire des recherches en partant du paradigme, du principe que le cœur, il a un cerveau. Donc ça a tout changé dans la façon dont tu dirigeais tes recherches. Ah oui, en fait c'est un changement fondamental, plus même que ce qu'on peut imaginer. Pour moi, en biologie, ce changement, c'est le même paradigme que quand dans le monde de la physique, on est passé de croire que, par exemple, la Terre, que le Soleil tournait autour de la Terre, et qu'on a réalisé en fait un jour que c'était l'inverse. Donc c'est aujourd'hui vraiment ça, c'est que tout tourne autour du cœur, de l'intelligence du cœur, y compris le cerveau qu'on a dans la tête, et pas l'inverse. Donc ça change vraiment tout, y compris dans l'exploration de la santé, et de comment revenir en bonne santé ou rester en bonne santé. Et imaginez si on voulait voyager dans l'espace aujourd'hui en croyant toujours que le Soleil tourne autour de la Terre, on n'arrive jamais à notre destination. Donc c'est un peu la même chose dans la biologie. Si on croit encore que le cœur tourne autour de la tête, quelque part, on va jamais arriver à notre destination qui est, dans le cas présent, de rester en bonne santé, par exemple. Mais c'est vraiment génial, cette première compréhension. Alors, avant de rentrer dans ce que tu appelles la respiration du cœur ou l'intelligence du cœur, j'aimerais juste que tu nous donnes, parce qu'on pourrait rester des heures avec toi, j'ai eu ce plaisir, et c'est comme une source inépuisable, donc on peut te poser des questions et des questions, on dirait que tu es vraiment connecté à la source, tu as toujours une réponse. Mais j'aimerais que tu nous parles un petit peu, juste un petit peu, ce que tu auras envie des autres deux cerveaux que tu travailles aussi dans tes recherches. Oui, donc après quelques années de recherche sur l'intelligence du cœur, c'est comme si le cœur lui-même m'a indiqué qu'il y avait aussi d'autres cerveaux quelque part. Et en faisant des recherches sur Internet, là, quelques années, je crois que c'était 5 ans après les recherches sur le cœur, j'ai découvert aussi que on avait un énorme cerveau aussi dans le ventre, tout le système digestif,
est un cerveau, qui est d'ailleurs reconnu, celui-là est reconnu aussi par la médecine officielle, qui s'appelle le système entérique. Donc il y a toute une science derrière, mais je n'en ai jamais entendu parler. Là aussi, on n'intègre pas du tout ces cerveaux dans une approche intégrée dans la médecine. Donc, en fait, on a au moins 3, même 4 cerveaux. Donc, le cerveau dans la tête que tout le monde connaît, le cerveau dans le cœur, le cerveau dans le ventre, et aussi, on a un cerveau au niveau du sexe, qui est une intelligence fondamentale, l'intelligence de la vie. Celui-là est quasiment inexploré dans notre culture, complètement tabou. Donc, on aura au moins 4 cerveaux, et quelque part, chaque cellule est intelligente. Ce qu'on n'imagine pas souvent, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un corps humain? C'est une communauté d'une centaine de milliards de cellules qui coopèrent ensemble. Donc chaque cellule, en fait, est intelligente et cette intelligence est démultipliée lorsque toutes ces cellules fonctionnent ensemble. Donc l'intelligence est beaucoup plus vaste que ce qu'on a appris à l'école, qui se résume à ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre tête. Qui ne se résume pas à ce modèle qu'on connaît du cerveau trionique de MacLean, qui est juste dans la tête. Mais j'aimerais juste faire peut-être une affirmation, tu me diras si c'est juste. Quand on parle par exemple du cerveau du ventre, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que quand on a l'expression de dire la peur au ventre, c'est cet cerveau qui se met en action? Oui, c'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité qu'on peut vraiment démontrer aujourd'hui. Ce cerveau, on ressent. En fait, la grosse différence, c'est que dans les mots qu'on utilise, dans notre langage, on utilise le mot penser qui réfère à la tête, et on utilise souvent le ressenti. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le ressenti est aux autres cerveaux, le cerveau sexuel, du ventre et du cœur, l'équivalent de la pensée pour la tête. Donc, le ressenti est l'expression d'une intelligence. Et on appelle ça souvent même intuition. Donc, quand on sent cette peur au ventre, lorsque lorsque la peur est là, on a une sensation bien précise dans le ventre. Et c'est le premier endroit, en fait, où on va sentir la peur. C'est le ventre. Alors ça, c'est une très bonne question qui m'amène à une deuxième. C'est dans un sens large et simple. Donc, si on suit ce raisonnement de le ressenti est au cerveau du cœur, du ventre et du sexe, que la pensée est au cerveau de la tête. Alors, notre société qui valorise ce côté qu'on appelle cartésien, qui valorise tout ce qui est la pensée, j'imagine qu'il y aura une certaine difficulté à écouter le ressenti face à une certaine anesthésie que le cerveau il met sur cette façon d'anéantir tout ce qui va pas. Donc, si je résume, c'est notre société, elle évite le ressenti. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, on a même développé des techniques inconsciemment ou consciemment, des techniques très, très efficaces pour se couper du ressenti et rester dans notre tête. Donc, et justement, la meilleure façon dont on a trouvé pour se couper du ressenti, c'est de respirer d'une certaine façon, une façon qui nous anesthésie. Parce que la respiration et le cœur fonctionnent ensemble. En médecine, ils appellent ça le système de résonance cardio-pulmonaire. Donc, quand le cœur et la respiration fonctionnent parfaitement ensemble, en harmonie avec la vie, c'est un état de santé. Dès que ça ne fonctionne plus ensemble, on a des tas de problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, c'est ce que j'ai découvert au cours de mes recherches, la respiration dite normale, si vous allez chez un généraliste et vous respirez à peu près 12 respirations par minute, c'est considéré comme normal. On considère que c'est l'état de santé. Si vous respiriez à 24 ou 30 respirations par minute, là, ça serait un problème. C'est vraiment un état de stress très, très élevé. Mais 12 respirations par minute est considéré la norme de santé normale dans notre culture et notre médecine. Et c'est assez intéressant, justement, de voir sur un biofeedback ce que ça veut dire de respirer à 12 respirations par minute. Donc, c'est juste pour expliquer simplement comment, idéalement, le cœur et la respiration fonctionnent. Imaginez que votre cœur, c'est un enfant qui est assis sur une balançoire. Les balançoires qui sont dans les jambes d'un enfant, où on pousse pour déplacer la balançoire. Donc, l'enfant voudrait pour avoir une bonne expérience en tant qu'enfant sur la balançoire,
vous voulez que quelqu'un vous pousse de façon correcte, sans à-coups, avec vous avez un mouvement ample, bien lisse. Et en fait, la main qui pousse le cœur, donc en fait, c'est la respiration. Donc imaginez, et vous savez intuitivement que quand vous allez pousser l'enfant sur la balançoire, on ne le pousse pas à n'importe quel moment. Vous n'allez pas essayer de pousser la balançoire parce qu'elle revient vers vous. Et c'est souvent ce qu'on fait lorsqu'on respire mal. Donc lorsqu'on respire à 12 respirations par minute, on respire en opposition avec le cœur. Et vraiment en opposition avec le cœur. Et autrement, on essaye d'arrêter le cœur. Donc évidemment, il y a une intelligence énorme dans le corps qui n'autorise pas qu'on arrête d'arrêter le cœur. Mais à défaut, donc le cœur continue de battre, bien sûr, mais on arrive à arrêter quelque chose, on arrive à arrêter de ressentir. Donc ça veut dire quelque part, le cœur fonctionne encore, mais on stoppe son intelligence. Donc tout le ressenti, il n'y a plus de communication qui se passe, on ne ressent plus rien de façon consciente de ce qui se passe dans le cœur. Donc on a trouvé une façon très efficace de se couper du ressenti en respirant à 12 respirations par minute, qui est souvent considérée par beaucoup comme une respiration de relaxation, mais qui en fait est une respiration en exacte opposition avec le cœur. Lorsqu'on le fait sur un biofeedback, on voit exactement, on fait exactement l'opposé de ce qu'il faudrait pour que le cœur l'intelligence du cœur soit activée et que notre cœur soit en très bonne santé. J'ai juste envie de faire un petit parenthèse. Est-ce que tu peux expliquer d'une façon succincte ce que c'est cet appareil de biofeedback? Parce que, bon, peut-être les gens qui sont en train de nous écouter, ils se posent la question, cette donnée, elle n'est pas claire, peut-être on ne comprend pas l'équation. Alors, deux fois, il y a une première explication, c'est par exemple, si tu me permets, un thermomètre qui va mesurer la température du corps. C'est un appareil de biofeedback. Oui, on peut le considérer comme un appareil de biofeedback. En fait, l'analogie la plus simple, c'est de considérer le biofeedback, c'est comme un miroir. Ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'arrive pas encore à ressentir. Donc, imaginez que vous avez une tache sur la joue, on ne la voit pas. Et quelqu'un vous dit, tu as une tache sur la joue. Comment être sûr que ce que la personne dit est vrai ou pas? On va aller dans la salle de bain, devant un miroir, et on dit, ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai une tache sur la joue, et maintenant je peux l'enlever parce que je sais où elle est. Donc, le biofeedback du cœur, c'est la même chose. C'est un miroir qui montre le fonctionnement du cœur. Donc, si on ne ressent pas comment notre cœur bat, si les battements accélèrent ou ralentissent, on n'en a souvent pas conscience. On n'a souvent même pas conscience même du pulse cardiaque, malgré qu'il bat tout le temps. Donc, l'ordinateur sur l'écran va nous montrer très clairement sur une courbe comment le cœur accélère, ralentit. Quand le cœur accélère et ralentit pratiquement, c'est ce qu'il nous montre très simplement. Donc comment ça fonctionne? C'est un petit capteur qu'on met sur l'oreille ou au doigt et qui mesure le pulse et qui le fait apparaître sous forme d'une courbe sur un écran d'ordinateur. Donc c'est tout simple, mais ça permet de voir sur l'écran des choses qu'on n'arrive pas à ressentir. Si j'étais capable de ressentir de l'intérieur mon cœur quand il accélère, quand il ralentit, je n'aurais pas besoin de ce miroir. Mais si j'en suis pas capable, pas encore, je peux utiliser ça et ça donne beaucoup d'informations. Entre autres, on peut voir, par exemple, quand je modifie ma respiration, quel effet ça a sur le cœur. On le ressent pas forcément. Est-ce que ça fait accélérer mon cœur? Est-ce que ça fait ralentir? De quelle façon? On peut observer tout ça sur le biofeedback. Et ça donne beaucoup d'informations. Et on peut donc après développer des protocoles pour effectivement optimiser, donc pouvoir respirer exactement en harmonie avec le cœur ou faire consciemment, c'est des fois ce que je fais faire à des personnes pour qu'elles se rendent compte, respirer consciemment en opposition avec le cœur, par exemple à 12 respirations par minute. On le fait souvent, mais on le fait inconsciemment. C'est très différent lorsqu'on le fait consciemment, parce que là on va vraiment ressentir la différence avec, par exemple, respirer exactement en harmonie avec le cœur, qui est une respiration très différente, beaucoup plus lente. Lorsqu'on respire en opposition avec le cœur, on est donc à peu près à 12 respirations par minute. Lorsqu'on respire en harmonie, que j'ai appelé respire à cœur, on respire avec le cœur. Là, c'est en général entre 3 et 4 respirations par minute. Donc c'est très différent et le ressenti est totalement différent. Alors, je pourrais dire, en termes de formulation, que notre corps
est quand même le meilleur biofeedback qu'on a. Ah, bien sûr. Le ressenti est le biofeedback naturel du corps. Mais comme on s'est coupé de ce ressenti, ce biofeedback, soit on l'écoute, s'il est là, on l'écoute pas parce que la tête fait trop de bruit quelque part pour l'écouter, ou on l'a tellement anesthésié qu'en fait, on ressent plus rien. Que c'est ce qui se passe, cette respiration, lorsqu'on respire en opposition avec le cœur, on crée une anesthésie extrêmement efficace. On ressent très très peu, uniquement des choses extrêmes. Donc toutes les subtilités vont être perdues, et c'est dommage, parce que c'est justement les premiers signes d'avertissement que quelque chose peut-être n'est pas en équilibre sont donnés par le ressenti. Alors je vais revenir sur un sujet et j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est notre cerveau, il marche par des programmes, ce qu'on appelle nos croyances. Alors c'est cette poursuite de nos croyances, de ce qu'on considère bien et mal, qui nous empêche de écouter nos ressentis, parce que on est tellement axé dans notre tête, dans ce qui est bien, dans ce qu'on nous a programmé, qu'on oublie de ressentir. Tu es bien d'accord avec ça? Oui, en fait, dans notre culture, ça va même plus loin que ça. Parce que même notre cerveau dans notre tête, on l'a éduqué. On a passé de nombreuses années à l'école dans notre culture, 10 ans à 20 ans d'études, pour éduquer, même pas très bien, mais enfin un petit peu. On a appris à lire, écrire, compter, faire un certain nombre de choses avec notre cerveau dans la tête. Pour les autres cerveaux, et surtout le cerveau du cœur, qui est absolument crucial, vital pour notre vie, on n'a même pas pensé à l'éduquer, puisqu'on ne sait même pas que c'est un cerveau. Donc l'idée même d'éduquer le cœur ne nous traverse même pas l'esprit. Et c'est très grave, parce que ça a des conséquences énormes pour notre vie. Le cœur, c'est ce qui nous connecte à l'intelligence de la vie. Le cœur, c'est ce qui va être positif pour la vie ou négatif pour la vie. Donc si on n'est plus capable de ressentir ça, on va faire beaucoup de choses très intéressantes avec la tête, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir une conscience claire si ce qu'on fait est favorable à la vie ou est en train de la détruire. C'est ce qui se passe sur la planète aujourd'hui avec beaucoup de problèmes qu'il y a. On a des technologies fantastiques, mais la plupart de ces technologies sont utilisées pour autre chose que d'être favorable à la vie. Je suis bien d'accord. Mais à partir d'aujourd'hui, déjà de quelque temps, mais notre conversation en antenne, elle va aussi servir à celui qui a l'ouverture et que veut à prendre conscience des autres cerveaux et de grands chefs d'orchestre, comme tu oses dire, le big boss qui a le cœur. Et donc par là, j'aimerais rentrer un sujet. Donc tu as développé cette méthode que tu appelles respire-cœur. Donc tu viens d'expliquer un peu ce que c'est respirer avec le cœur, comment ça peut se faire. Et j'aimerais rentrer dans le sujet que pour moi c'est vraiment passionnant et que je l'ai découvert en me penchant sur tout ce que j'ai pu étudier de tes recherches et de tes travaux. C'est cette relation entre l'oxygène, le CO2, c'est-à-dire quand je respire par le cœur. Oui, on a parlé, mais après, plus qu'on a un spécialiste, tu as un biologiste avec nous, est-ce que tu peux nous expliquer et nous enlever cette idée erronée qu'on a au sujet du CO2, de cet échange carbonique qui se passe dans notre corps? Oui, là aussi, on a beaucoup d'ignorance ou de mauvaises informations dans notre éducation sur comment la respiration fonctionne au niveau de la chimie. Donc tout le monde sait évidemment que l'oxygène est absolument vital et si on manque d'oxygène, ça pose de gros problèmes jusqu'à une mort rapide en quelques minutes. Et de l'autre côté, on parle du gaz carbonique, du CO2. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais d'une façon généralement totalement négative, avec tous les aspects de changement climatique et autres. Donc, à tel point que la plupart des gens aujourd'hui croient que le CO2 est toxique, c'est un polluant. Alors que la vérité, c'est que le CO2 est à l'origine de la vie sur la planète Terre. Avant même que l'oxygène soit dans notre atmosphère, les premières formes de vie, leur nourriture, leur respiration dépendait du CO2. Et ensuite, l'oxygène est arrivé. Donc, ce qui fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos cellules sont très anciennes. Elles ont des millions, des milliards d'années d'existence et elles vivent encore de la même façon, avec le même type d'atmosphère qu'il y avait lorsque les premières cellules ont été créées sur la planète. Et l'atmosphère était très, très, très différente. Donc, et c'est pas de la science ésotérique, c'est reconnu dans les textes médicaux, de physiologie. Les cellules, nos cellules dans notre corps, pour fonctionner correctement, ont besoin
dans la cellule elle-même de 2% d'oxygène environ et de 7% de CO2. Ça, c'est l'optimum de fonctionnement d'une cellule pour toute sa biochimie, etc. Or, notre atmosphère aujourd'hui, à l'extérieur, c'est à peu près 20% d'oxygène et 0,03% de CO2. Donc on voit qu'on a un petit problème. Nos cellules ont besoin de moins d'oxygène que ce qu'il y a dans l'atmosphère et de beaucoup plus de CO2 que ce qu'on respire dans l'atmosphère. Donc ça veut dire que le rôle des poumons, ça va être de diminuer un peu la concentration d'oxygène et d'augmenter considérablement la concentration de CO2 dans notre organisme. Donc c'est très différent de ce qu'on croit. Et le CO2 a beaucoup de fonctions dans l'organisme qu'on ne nous a pas appris ou qu'on a oublié. Le CO2, il faut savoir, des points importants du CO2, c'est qu'il va réguler la distribution d'oxygène. L'oxygène, on peut avoir par exemple le maximum d'oxygène dans le sang, dans les globules rouges, mais ça ne veut pas dire que cet oxygène va être disponible, va être relâché au niveau des cellules. C'est comme si, imaginez que vous avez une pièce pleine d'oxygène, mais il y a une porte fermée à clé. Comment y accéder? La clé qui va ouvrir l'accès à l'oxygène dans le corps, c'est le CO2. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage de CO2 pour que les cellules puissent avoir accès à l'oxygène dans le corps. Donc le CO2 n'est pas toxique, c'est un régulateur. C'est ce qui régule l'accès à l'oxygène dans le corps. Ça donne une image très différente de ce qu'on a appris. Et l'autre fonction du CO2, ça régule aussi quelque chose de très important dans la biologie du corps, c'est ce qu'on appelle le pH, l'acidité ou la basicité, l'alcalinité du corps, des cellules. Et ça, c'est un paramètre absolument crucial pour toutes les réactions biochimiques du corps. Donc, si ces paramètres sont pas corrects, parce que le taux de CO2 qui vient de notre respiration est pas correct, ça va avoir des conséquences extrêmement importantes et dommageables pour notre santé. Donc, le CO2 n'est pas du tout un polluant, c'est un gaz absolument indispensable à la vie, aussi important, sinon plus que l'oxygène. Et sans un taux correct de CO2, vous pouvez avoir le maximum d'oxygène, vous pouvez asphyxier. En fait, on peut mourir de deux façons, par manque d'oxygène et par manque de CO2. Alors, par exemple, si on donnerait un exemple que tout le monde puisse comprendre, tu me diras si c'est un bon exemple, c'est les personnes qui ont des crises d'anxiété ou de panique. Assez souvent, le médecin, il le propose de respirer dans un sac. Oui, on apprend ça aussi dans les cours de secourisme. Quand quelqu'un a une attaque d'anxiété, de panique, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à respirer très très rapidement. On appelle ça hyperventilation. Et qu'est-ce qui se passe quand on respire très très vite, très très profondément? En croyant qu'on va avoir plus d'oxygène, on respire peut-être un peu plus d'oxygène, mais comme on perd de plus en plus de CO2, cet oxygène devient inaccessible. Donc on a le sang plein d'oxygène, et cet oxygène n'est pas relâché pour les cellules. Résultat, on asphyxie. Et ça peut être un truc très sérieux. Donc pour arrêter ce cycle infernal de respirer de plus en plus, parce qu'on croit qu'on va avoir de plus en plus d'oxygène en respirant vite et profondément, il faut faire en sorte que le CO2 augmente. Et qu'est-ce qu'on fait? On met un sac devant la bouche pour faire recycler l'air qu'on respire. Et automatiquement, ça nous fait respirer plus de CO2. Et ça va calmer la personne, faire ralentir le rythme respiratoire et relâcher l'oxygène. Et la personne se calme et son attaque de panique s'arrête. Est-ce que pour nous, les profanes, Daniel, on peut considérer les mêmes paramètres par exemple, pour toutes les personnes qui souffrent d'asthme? Donc, je connais pas vraiment le fonctionnement biologique de l'asthme, mais est-ce qu'il y a un rapport? C'est un peu le même principe. Ça, c'est une autre vision de l'asthme est un symptôme. Et le corps, en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque le corps n'a pas assez d'oxygène, parce qu'il n'a pas assez de CO2? Il va essayer, par différents moyens, d'augmenter le taux de CO2, en essayant de réduire notre respiration, pour qu'on conserve le CO2, par exemple. Donc, c'est ce qui se passe des fois pour les asthmatiques. Si pour une raison ou pour une autre, leur respiration n'est pas correcte, ou ils n'ont pas assez de CO2, le corps va essayer de bloquer la respiration quelque part pour augmenter le taux de CO2.
Et là, ça crée ce qu'on appelle des crises d'asthme. Donc, tant que la personne n'a pas trouvé un moyen de rééquilibrer le CO2 d'une autre façon, effectivement, le corps va chercher à des mécanismes de compensation pour essayer de rétablir le taux correct de CO2. Alors, juste pour curiosité, l'asthmatique, quand il prend cette pompe là qu'il envoie dans sa bouche, c'est quoi le but de cette chimie? C'est une chimie qu'il met dans son corps. Qu'est-ce que ça va produire? C'est pour dilater les bronchioles, donc les parties des poumons, justement, pour qu'il y ait plus d'oxygène qui arrive et que plus de sang qui circule dans les poumons pour qu'ils puissent de nouveau respirer. Ce qui se passe, le corps essaie de contracter, de réduire la respiration pour essayer de retenir du CO2, en fait. Et là, on force, avec ces médicaments, on force les bronchioles à se réouvrir pour de nouveau faire entrer de l'oxygène. Mais c'est un mécanisme que le corps essaie de trouver un autre mécanisme. Donc là, on traite un symptôme, mais on ne traite pas vraiment le problème de fond. Donc ça va aider de façon immédiate et momentanée, mais ça ne règle pas le problème de fond, qui est que le taux de CO2 pour l'asthmatique n'est pas correct. Et ça va peut-être avoir des effets collatéraux. Ça peut avoir des effets secondaires qui, à long terme, peuvent être très sérieux, ou même aussi sérieux que l'asthme lui-même. Alors, juste pour info, si vous avez envie de visiter le site de Daniel Astinotti, c'est www.respiracoeur.info et vous allez trouver beaucoup d'informations. Vous pouvez même prendre contact avec Daniel. Et là, en regardant ton site, tu as écrit Respiracoeur est une méthode développée à partir des plus récentes recherches scientifiques en neurocardiologie, médecine énergétique, biofeedback. Cette méthode intègre aussi des connaissances intuitives ancestrales provenant du système de santé holistique traditionnel. Et tu donnes comme exemple la médecine chinoise, le tantra, le yoga, l'aïkido, le shiatsu. Alors, on fera peut-être, j'espère, une émission sur ce cerveau du sexe, parce que, tandis que tous les médias et le système capitaliste, il a fait du sexe un grand commerce, on doit le remettre à sa place. Au lieu de qu'il soit un commerce, il doit être un centre de plaisir et un cerveau. Dans tes expériences et dans tes recherches, le tantra, tout ce que tu as fait, est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu pour donner envie de réécouter une prochaine émission avec toi sur le 4e cerveau, mais juste nous donner quelques repères pour nous qui sommes à la maison en train d'écouter cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait déjà, par le simple fait d'entendre cette émission, changer dans notre intimité avec notre cerveau qui est ce 4e cerveau, le sexe? Et on reviendra après sur le cœur. La clé de tous ces autres cerveaux, qui inclut le sexe, c'est de développer le ressenti. Donc, arriver à se reconnecter au ressenti, et le ressenti étant l'expression d'une intelligence, tout ce qu'on a à faire ensuite pour évoluer et comprendre, ça va être d'écouter ce ressenti. Comme on écoute nos pensées et que nos pensées nous aident à évoluer, si on écoute le ressenti, c'est la même chose. Ça va nous aider à évoluer et à développer ces différents cerveaux. Donc, comment développer le ressenti, que ce soit au niveau du sexe, du cœur ou du ventre, c'est assez simple. La première chose, pour ressentir, il faut respirer d'une certaine façon. Il faut enlever l'anesthésie. Donc, la chose la plus simple, quand vous êtes dans l'intimité, c'est simplement de ralentir votre respiration. D'être très conscient de la respiration et de ralentir idéalement autour de 4 respirations par minute, très, très doucement. Et automatiquement, le ressenti va venir. Et la première étape du ressenti peut être assez surprenante. Donc, ça, il faut pas s'affoler si ça se passe, parce que la première étape du ressenti, c'est de ressentir qu'on est anesthésié. Donc, c'est de ressentir qu'on ne sent rien. De ressentir qu'on ne sent rien. C'est pas mal. C'est la première étape. Ça paraît un peu un paradoxe. Parce qu'aujourd'hui, on ne ressent même pas qu'on ne sent rien. Oui, parce qu'on essaye d'accéder au ressenti par la pensée. Voilà. Donc, tu avais donné un exemple pendant un de nos échanges, c'est comme essayer d'écouter avec les yeux. Exactement. Ces cerveaux fonctionnent d'une façon différente. Donc, c'est exactement comme si on essaye d'écouter avec les yeux ou d'entendre avec le goût. Donc, si on utilisait un sens pour comprendre, ressentir avec un autre sens, c'est quasiment impossible et ça paraîtrait absurde si quelqu'un nous disait ça. Donc, c'est un peu la même chose si on essaie de comprendre par la pensée, l'intellect.
qui se passe au niveau des autres cerveaux qui, eux, comprennent leur ressenti. Donc il faut ressentir. Et on ne peut pas ressentir en faisant des exercices intellectuels. Le ressenti repose sur, pour le débloquer, pour commencer à développer ça, il faut absolument changer sa respiration. C'est la première clé la plus fondamentale. Si je change ma respiration, c'est-à-dire les cycles respiratoires qui comprennent une inspiration et une expiration, donc inspire, souffle, ça c'est un cycle, tu proposes de faire l'expérience de respirer à 4 cycles par minute. Très important aussi de respirer par le nez, pas par la bouche, par le nez. Ça a aussi un effet énorme sur le ressenti. Donc inspirer par le nez, souffler par le nez et ralentir sa respiration autour de 4 respirations par minute. Et ensuite observer ce qui se passe. Il va forcément avoir quelque chose qui va se passer si on reste assez longtemps dans ce type de respiration. Petit à petit, comme je vous dis, la première étape c'est de ressentir qu'on ressent rien. Et petit à petit, des choses vont apparaître, mais pas forcément que le mental, que la tête veut, parce que lorsque l'anesthésie s'en va, on va sentir tout ce qu'on voulait pas ressentir, justement. On a une bonne raison. Pourquoi on vit sous anesthésie? Parce qu'on veut pas ressentir des choses qu'on perçoit comme pas agréables. Si on est stressé, si on est tendu, si on a plein de tensions musculaires dans tout le corps, on n'a pas envie de ressentir ça. Parce que si on les ressent, on est obligé de faire quelque chose pour le changer. Donc l'anesthésie est la solution idéale pour continuer à faire ce qu'on fait sans avoir à sentir la douleur ou les tensions qu'on crée dans notre corps. Donc l'anesthésie est très très utile. Et c'est d'ailleurs une fonction, le stress, on revient à un mot-clé qu'on utilise beaucoup dans notre culture, le stress. Le stress a des aspects positifs fantastiques. Il a été d'ailleurs prévu par notre biologie pour ça. Le stress nous donne de l'énergie. Mais c'était prévu dans la jungle, lorsqu'on est attaqué à un danger réel, on doit courir ou se battre pour échapper à ce danger. Le stress nous donne une formidable énergie avec l'adrénaline et des tas de choses, donc formidable. Et en même temps, pour pouvoir fuir le plus rapidement possible sans sentir de douleur, imaginez que vous avez un lion qui vous court derrière et pour sauver votre vie, vous devez passer à travers une haie de ronces. Si la douleur des piquants des ronces vous arrête au milieu de la haie, vous êtes un dîner pour le lion. Donc à ce moment-là, vous avez l'énergie, le stress intense vous donne l'énergie de passer à travers la haie de ronces et de ne pas sentir la douleur des coupures. Et vous aurez le temps après de récupérer, de guérir les petites coupures, mais vous avez sauvé d'autres vies. Donc c'est formidable, c'est une drogue fantastique le stress. Et c'est pour ça qu'on devient drogué du stress. Ça donne de l'énergie et ça nous anesthésie à la douleur, au ressenti. C'est quelque chose qui autrement nous arrêterait. Et quand on n'arrive pas, c'est peut-être de là qui vient le mot, on va au médecin pour qu'il nous donne des cachets, pour cacher. Effectivement, si on n'y arrive plus d'une façon naturelle, la médecine a maintenant des compléments par médicaments qui permettent d'augmenter encore l'anesthésie. Mais le point de l'anesthésie, ça c'est aussi dans notre culture, on considère la douleur comme quelque chose, une ennemie. C'est quelque chose qui est vraiment, le corps nous fait des misères. Non, quand le corps envoie un signal de douleur, c'est un avertissement amical. Ça veut nous dire, quelque chose n'est pas ok avec la vie. Si on continue, ça va mal se passer. On va se faire du mal. Donc la douleur est toujours un avertissement amical pour nous dire, il faut arrêter ce qu'on fait parce que c'est en train de vous faire du mal. Donc si on n'est plus capable, et le cas typique, imaginez, vous êtes dans la cuisine en train de couper des légumes, et le couteau, vous discutez, vous pensez à autre chose, et le couteau, au lieu de couper la carotte, il est en train de couper votre doigt. Imaginez que vous n'avez aucun ressenti de douleur, qu'est-ce qui se passe? Vous allez perdre votre doigt. Mais on va manger des doigts au lieu de carottes. Donc si on est végétarien, ça peut être un problème, mais c'est un problème sérieux. Et je me souviens, il y a longtemps, j'avais lu un article, il y a des personnes qui ont un défaut génétique et qui naissent sans la possibilité de ressentir la douleur physique. On se dirait, wow, formidable. Avoir toute sa vie sans ressentir la moindre douleur physique, ça doit être le paradis. En fait, non, pour ces gens, c'est l'enfer. Ils ont de la chance qu'ils arrivent à survivre. Souvent grâce à leur entourage qui les voit en train de saigner pratiquement à mort et ils sentent rien, ou ils sont blessés, ils voient même pas qu'ils sont blessés, et on les emmène à l'hôpital où ils sont dans un état grave, mais ils avaient absolument rien ressenti. Si quelqu'un d'extérieur n'avait pas vu le problème, il serait mort très rapidement.
Donc la douleur est toujours un avertissement pour nous dire ce qu'on fait en ce moment n'est pas favorable à notre vie, voire peut même mettre fin à notre vie rapidement. Donc il est temps de changer de direction. Donc comme pour le couteau, dès que la douleur arrive, ça nous dit le couteau va pas dans le bon sens, il faut changer la direction du couteau. Donc toute douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, a cette fonction. C'est un avertissement qui nous dit on fait des choses qui vont pas dans le sens qui supporte notre vie. Donc il est temps de changer de direction, ou alors il va y avoir des conséquences. Donc si on veut continuer, le corps va, dans son intelligence, va dire bon ok, donc maintenant on va anesthésier, puisqu'il n'y a pas moyen de changer de direction, on va faire du mieux qu'on peut en anesthésiant. Mais ça veut dire qu'une fois qu'on est anesthésié, on peut continuer à couper le doigt sans s'en rendre compte. C'est souvent ce qu'on fait, donc on s'anesthésie pendant des années avec un stress chronique, et à un moment donné, sans avertissement, c'est ce qu'on croit, d'un seul coup, arrêt cardiaque, infarctus, et on se dit mais la veille j'allais très bien. Non, la veille j'étais anesthésié à tout ce qui se passait, et je l'étais depuis 10 ou 20 ans. Alors si je prends ta proposition de rentrer en contact avec notre ressenti, de développer le ressenti pour qu'on puisse apporter quand même de l'espoir. À un moment donné, si je prends tes mots, on commence à enlever cette anesthésie, c'est-à-dire cette manque de conscience du langage du corps. À un moment donné, on va quand même arriver à un endroit où les douleurs, tout ce qui était caché, ils vont se transformer. Donc le but, c'est avec le ressentir, avoir une vie plus épanouie et plus harmonieuse. En fait, la façon la plus simple de présenter ça, imaginez que vous avez une épine plantée quelque part dans le corps. Si vous ne ressentez pas, si vous ne ressentez rien, vous savez même pas que vous avez une épine, et donc l'épine va petit à petit s'infecter jusqu'au moment où ça fera suffisamment mal pour l'enlever. Et imaginez que vous êtes assez sensible, vous ressentez suffisamment, et dès que l'épine rentre quelque part, vous le sentez, et vous sentez exactement où elle est rentrée. Donc c'est très facile ensuite d'aller à l'endroit où est l'épine et de l'enlever, parce que vous savez où elle est. Donc le ressenti, cette intelligence du corps va vous parler, va vous dire exactement ce qui se passe et comment le corriger, sans passer pas même par la tête. Vous saurez exactement, si vous développez l'intelligence du ventre, par exemple, vous n'aurez pas besoin de lire des livres de diététique, d'étudier la diététique pendant des années. C'est votre ventre qui vous dira ce qu'il a besoin à ce moment-là de manger pour rétablir votre santé. Les animaux le font intuitivement. Ils mangent exactement certaines plantes quand ils sont malades, etc. Ils n'ont jamais appris ça à l'université ou dans des livres. Ils le savent intuitivement, et ça vient de l'intelligence de leur ventre, qui est une vraie intelligence. Le cerveau du ventre a à peu près une centaine de millions de neurones, c'est-à-dire ça ferait l'équivalent du cerveau d'un chat. Donc, un chat est intelligent. Donc, c'est toute une rééducation. Et dans notre culture, à l'école, on nous a appris à éduquer, à développer qu'un seul de nos cerveaux. Les 3 autres cerveaux ne sont même pas considérés comme des cerveaux aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de programme d'éducation prévu dans notre cursus scolaire, loin de là. Surtout que pour pouvoir continuer à contrôler l'humanité, surtout ne pas développer les autres cerveaux. C'est très dangereux pour le statu quo de notre société de développer le ressenti dans les autres cerveaux. Parce que la grosse différence de ces 3 autres cerveaux, c'est qu'ils nous maintiennent en vie. Le cœur, le ventre et le sexe, c'est ce qui nous maintient en vie. Ces cerveaux savent exactement ce qui est bon ou mauvais pour la vie. Ils le savent, ils n'ont pas besoin de l'apprendre, c'est dans leur fonctionnement. Donc évidemment, si on les consulte jamais, si la tête ne pose pas la question au cœur, au ventre ou au sexe, ce que je fais là-haut, est-ce que c'est utile pour la vie, vous là-bas, que ce soit dans le ventre, dans le cœur ou dans le sexe, et le sexe, le cœur ou le ventre peuvent dire non, ce que tu es en train de faire au niveau de la science, de la technologie ou autre, au niveau de la tête, c'est un désastre, c'est en train de détruire la planète, là, il faut arrêter, c'est pas pour la vie tout ça. Et évidemment, si on n'est pas connecté à ça, on continue dans notre ignorance, en croyant très sincèrement des fois que c'est pour le bien de tous. Et on est en train de détruire la vie sans s'en rendre compte. Et comme on continue à couper le doigt, même le bras, là, ou même la tête, sans qu'on sente rien. Jusqu'au jour où, effectivement, un problème arrive. On perd son doigt, son bras ou sa tête, qui est un problème. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, de
tu parlais au niveau diététique, si on commence à développer, déjà avoir conscience que notre ventre, il est un cerveau, une fois qu'on a conscience, qu'est-ce que tu peux nous donner comme piste juste pour nous mettre dans la voie de développer ce cerveau qui va nous aider à nous nourrir correctement? Bah, c'est la même chose que pour tout le reste. Il faut prendre les deux clés pour développer le ressenti, quel que soit le cerveau, c'est donc ralentir la respiration et ralentir tout court. Donc tout ce qu'on fait, ralentir. De toute façon, dès qu'on ralentit la respiration, ça va nous obliger à ralentir ce qu'on fait. Au lieu d'être en stress, ça va nous apprendre, c'est quelque chose qui paraît assez difficile au départ, comment on peut faire des choses, être actif sans être en stress. Être actif physiquement sans être en stress. La clé, si vous êtes actif à 4 respirations par minute, vous pouvez faire des choses physiques et autres, vous ne générez pas de stress. C'est impossible d'être en stress et de respirer en même temps à ce rythme. Donc quand vous mangez en respirant lentement. Mangez lentement et respirez lentement, ça va aller ensemble automatiquement. Et vous allez voir comme c'est difficile de faire des choses, des tâches très simples de la vie quotidienne. Conduire sa voiture, faire son ménage, sa cuisine, manger en respirant à 4 respirations par minute. Au lieu de respirer rapidement à 12 ou plus. Ça paraît simple. Pour changer, si on change la façon dont on respire, on change le fonctionnement de tout ce qui se passe dans notre corps. Et le programme est implanté depuis très longtemps qui nous fait respirer en respiration de stress, qui est à 12 respirations ou plus. Mais sans me permettre de faire de la pub, je vais pas la faire non plus, mais si on va par exemple manger un hamburger chez certains endroits qui proposent des hamburgers qui sont faits je sais pas quoi, même si je respire à 4 respirations par minute, si je mange cet hamburger, il va quand même pas m'apporter ce que je dois apporter à mon organisme. Ça, lorsqu'on commence à pratiquer, que le ressenti va revenir, vous allez, si vraiment ce que vous mangez est vraiment pas bon pour vous, comment on va vous le dire, le ventre que c'est pas bon, il va pas vous dire, bon, arrête de manger ton hamburger, il va vous donner envie de vomir. Ça peut aller jusqu'à là. Si quelque chose est vraiment pas adapté, toxique, la réponse intelligente du ventre, ça va être de changer le goût. Le goût va être tellement infect que vous allez arrêter de le manger, ou vous allez littéralement avoir envie de vomir si vous continuez. L'intelligence du ressenti s'exprime comme ça. Quand on mange des choses toxiques, si notre ressenti est suffisamment développé et sensible, la réponse du corps est immédiate. Par exemple, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des fumeurs ou des ex-fumeurs, j'ai toujours posé, parce que la méthode de respirateur est très efficace aussi pour aider les gens à arrêter de fumer, parce que là ça travaille vraiment sur la respiration, en plus c'est direct, donc l'efficacité est vraiment immédiate. Je pose toujours une question aux fumeurs, c'est votre première cigarette. Est-ce que vous vous rappelez le ressenti que vous aviez? Le ressenti, pas ce que vous pensiez, le ressenti dans votre corps. Est-ce que c'était agréable ou c'était vraiment, vous êtes forcé à fumer cette première cigarette parce que c'était vraiment infect? Vraiment juste pour vous-même, pour ceux qui ont fumé un jour ou continuent ou arrêté, quel était vraiment ce que votre intelligence du corps vous a dit avec votre première cigarette? Est-ce que c'était bon pour le corps ou alors le corps vous disait il faut arrêter, stop, c'est infect? Donc juste ça, si on s'appelle ça, à ce jour, peut-être qu'il y aura une exception, mais je n'ai pas rencontré d'exception à ce jour. Tout le monde, sans exception, tous les fumeurs ou ex-fumeurs m'ont dit que ma première cigarette était horrible. J'ai dû aller contre moi, enfin contre justement cette intelligence du corps qui me disait il faut arrêter, c'est toxique, on se sent pas bien. Et donc pour pouvoir continuer, que la tête dit pour des raisons X, Y, il faut que je fume pour telle ou telle raison, le corps va commencer l'anesthésie. Parce que sinon la douleur deviendrait intolérable, donc la seule façon que le corps dit bon ok, la tête veut continuer, donc on va aider du mieux qu'on peut, puisqu'on peut pas faire autrement, on va anesthésier. Et l'anesthésie est très efficace. Alors Daniel, j'aimerais revenir sur l'intelligence du cœur, c'est vraiment, ça me tient à cœur, je peux le dire comme ça.
On parle dans les nouvelles sciences, dans les nouveaux modèles des neurosciences, de ce champ d'énergie, ce champ électromagnétique que le cœur il génère. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu cette énergie générée, cette relation que ce champ établit entre nous, les êtres humains? Oui, ça c'est vraiment quelque chose de très important au niveau de l'intelligence du cœur. En fait, c'est même la principale fonction du cœur. C'est un cerveau, donc ce cerveau a des tas de fonctions, comme le cerveau dans la tête, il sert à des tas de fonctions, et une des fonctions, c'est la seule qu'on connaît souvent, c'est de piloter la pompe qui fait circuler le sang dans le corps. Ça, c'est juste une des fonctions du cerveau du cœur. L'autre fonction qui est quasiment inconnue, on nous a même jamais parlé à l'école, et en fait, c'est la première fonction du cœur, c'est de générer un champ d'énergie. Un champ électromagnétique, qui est pas un champ ésotérique. Il se mesure, on a des instruments scientifiques aujourd'hui qui mesurent ce champ électromagnétique à plusieurs mètres de quelqu'un. On pourrait, avec certains instruments, mesurer le battement du cœur sans aucun contact physique, simplement par le champ d'énergie qui est émis par le cœur. C'est comme un téléphone mobile qui émet un signal. Le cœur, c'est la même chose, c'est un émetteur d'énergie, de signaux intelligents, qui communique à toutes les cellules du corps, mais aussi aux autres formes de vie qui sont autour de nous, donc les êtres humains, les animaux, les plantes. Il y a toute une communication inconsciente qui est établie avec ce champ d'énergie. Et le point important, c'est que c'est la première fonction du cerveau du cœur. Alors, comment on peut montrer ça? Lorsque l'embryon humain se développe, le premier organe qui devient fonctionnel à une dizaine de jours de l'embryon, c'est un groupe de cellules qui se met à pulser, qui plus tard va former le cœur mais au tout début, au 10e jour, il n'y a pas de circulation de sang, il n'y a pas tout ça. C'est juste un groupe de cellules qui pulsent et qui émettent un champ électromagnétique. Et une hypothèse qui me paraît très plausible, c'est que certains chercheurs travaillent dessus, c'est de se dire que ce champ d'énergie est intelligent et va guider le développement de l'embryon par tout ce champ autour. Et c'est seulement après que les autres fonctions du cœur vont apparaître, pomper du sang, etc. Donc, puisqu'on est comme le cœur est comme un téléphone mobile et qui communique avec d'autres cœurs, lorsqu'on parle de télépathie, qu'est-ce que ça veut dire télépathie? Ça veut dire communication sans fil. Nous avons une communication télépathique constante entre formes de vie, entre êtres humains à travers notre cœur qui émet, et ça a été démontré très clairement par ce centre de recherche américain, ORSNAP, qui a publié des articles scientifiques qui le démontraient clairement. Le cœur communique constamment avec chacune de nos cellules et avec d'autres cœurs, avec le cerveau dans la tête. Il y a tout un échange très complexe d'informations et le cœur donne beaucoup de directives à notre cerveau dans la tête, comme le ventre, qui aussi donne beaucoup d'informations à notre cerveau dans la tête. Donc aujourd'hui, si on on croit qu'il y a toujours qu'un cerveau, on ne voit qu'un tout petit morceau de la réalité. Ça présente des surprises si on ne voit pas le reste. Les gens qui sont à l'écoute, j'aimerais voir si tu es bien d'accord avec quelque chose que j'aimerais proposer et que c'est un peu issu de mes travaux et surtout de notre collaboration ensemble. On n'a pas l'habitude de respirer ensemble. Alors moi, j'aimerais, parce que tu le fais d'une façon vraiment merveilleuse, que tu donnes un petit peu cette explication que les gens, les familles peuvent passer au ressentir au lieu d'être juste un concept intellectuel et expliquer un peu de ce que c'est de respirer ensemble. Oui, ça c'est quelque chose de très intéressant. On peut respirer seul, c'est déjà très bien pour soi-même, pour sa santé, d'apprendre à respirer avec le cœur. Mais la chose la plus intéressante, c'est de respirer ensemble. Et au cours de mes recherches, j'ai rencontré un mot intéressant qui s'appelle le mot conspirer. Conspiration, donc qui dans notre culture aujourd'hui a une connotation très négative. Donc j'ai découvert sur Internet la vraie origine du mot. Qu'est-ce que ça voulait dire initialement? Ça vient du latin, con, spire, ça veut dire pratiquement, ça veut dire respirer ensemble, respirer avec.
c'est la définition originale du mot, ça n'a rien à voir avec l'aspect négatif qu'on a aujourd'hui. Donc respirer ensemble, pourquoi c'est si important? Et l'humanité a fait ça depuis très très longtemps, pour une bonne raison que je vais détailler un petit peu. Mais juste vous voyez, si vous pouvez voir quelle est l'activité humaine qui permet, sans réfléchir, de tous respirer ensemble. Et ça a été fait depuis des milliers d'années, dans toutes les cultures. L'homme a toujours développé une technique particulière pour pouvoir respirer ensemble, avec des effets très 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 importants dans tous les ordres religieux, dans tous les ordres spirituels. Ça en faisait partie, et même dans d'autres domaines que je parlerai peut-être plus tard. Donc, si vous donnez votre langue au chat, c'est chanter. Lorsque on a un chœur qui chante, une chorale qui chante ensemble, un groupe de chanteurs, quand vous chantez ensemble, automatiquement vous synchronisez la respiration des gens ensemble. Et si la respiration est synchronisée, automatiquement l'énergie du cœur est synchronisée. Donc une façon de se connecter ensemble au niveau de l'énergie du cœur, c'est aussi simple que de chanter ensemble. Alors si en plus vous chantez à la fréquence de résonance avec le cœur, donc autour de 3 à 4, qui provoque des respirations lentes, de 3 ou 4 respirations par minute ou autre, et certains chants religieux provoquent ça. Donc ça vous met dans un état très particulier de bien-être, de connexion au ressenti, de connexion aux autres formes d'intelligence. Quelque chose se passe. Et comme vous le faites en groupe, il y a un effet d'entraînement. Même si vous êtes débutant, vous allez être entraîné par l'énergie de ceux qui sont plus avancés. Donc c'est un effet radical, très rapide, très très puissant, qui peut changer l'énergie de tout ce qui est autour. Alors, je vérifie, par exemple, dans notre société actuelle, donc il y a trop de plaintes au niveau des familles, parce qu'il y a une séparation entre les générations, le papa avec la maman, avec les enfants, ils ont du mal à communiquer. Est-ce que si on proposerait, par exemple, juste de faire l'expérience, c'est pas de tenir ce que je dis, en tout cas, comme la vérité ultime, mais est-ce que si on proposerait aux gens de prendre son mari, sa femme, son père, sa mère, son frère, son fils, sa fille, dans les bras, et essayer de respirer ensemble pendant 1 ou 2 minutes, juste en suivant ce que tu nous as appris, essayer de rester entre 4, 5 cycles par minute et de respirer ensemble. Est-ce que ça peut produire des résultats extraordinaires dans les relations interpersonnelles? Oui, tout ce qui va nous aider à nous reconnecter à notre cœur, à notre ressenti aide. Donc, une autre façon de le faire, c'est en anglais, ils appellent ça hug, en français, je pense. Des câlins. Accolade ou Ouais, accolade, des câlins. Voilà, donc c'est de se mettre cœur contre cœur, en position debout, de se faire une accolade et du côté du cœur, et juste de respirer lentement en ressentant ce qui se passe dans la poitrine où est le cœur physique. Et ça amène une connexion, ça nous fait descendre de la tête dans notre ressenti du cœur, et on peut sentir des choses très intéressantes qui au départ peuvent même nous faire un peu peur, parce qu'on est tellement peu habitué à enlever l'anesthésie et ressentir ce qui se passe dans ces zones-là, que ce soit dans le ventre aussi ou dans le sexe, le cœur. C'est des zones où l'anesthésie existe depuis tellement longtemps que quand on commence à ressentir des choses là, il faut parfois être guidé au départ pour comprendre ce qui se passe, sinon on pourrait se poser des questions, quelque chose d'anormal se passe. C'est juste l'anesthésie qui commence à partir. Et c'est tout à fait normal de ressentir certaines choses qui peuvent être perçues par la tête comme étranges ou inconnues. Je sais que vous allez me dire que le temps, il a passé très vite. C'est vrai, le temps, il a passé très vite. Donc, avant que j'oublie, je remercie de tout mon cœur à Daniel de nous avoir donné cette interview, de nous avoir apporté autant d'éclairage sur ce qui est l'avenir de la compréhension de la vraie intelligence qui amènera surtout à une vie plus harmonieuse et plus constructive sur la planète. Et si votre tête vous dit que ce truc de faire un câlin et de respirer en même temps est un délire, et bon, c'est votre choix. Je peux vous affirmer, je peux vous dire sûrement que